Il était déjà assis à la table quand je suis entré, Didier Leroux. Le nouvel ami de ma femme. La lueur d'une bougie. 2 verres. Et un sourire en coin qui disait qu'il s'attendait à ce que je fasse demi-tour et que je parte. Il s'est penché en avant et a dit, lâche l'affaire, le vieux. Je suis François. J'ai 62 ans. Je n'ose pas le ton, et je ne distribue plus de coups de poing, plus maintenant. Mais ce soir-là, j'ai réalisé que le silence ne signifie pas la capitulation. Qu'auriez-vous fait si votre femme vous avait invité à dîner juste pour laisser un autre homme vous dire de vous éloigner de votre propre épouse? François ne s'attendait pas à une bougie sur la table. Il s'attendait à une conversation. Ce qu'il a eu, c'est une exécution silencieuse. Le bistrot de la gare à Saint-Géraud n'avait pas beaucoup changé au cours des 20 années écoulées depuis que François y avait emmené Martine pour la première fois. Les banquettes avaient toujours leurs coussins en sky rouge légèrement déchirés. La même ardoise jaunie au-dessus du comptoir promettait le même café à volonté et la même tarte tatin maison. Même l'odeur, ce mélange chaleureux de cannelle, de café torréfié et de vieille huile de friture, l'enveloppait comme un souvenir dont il ne voulait pas admettre qu'il avait encore du pouvoir. L'année dernière, pour les fêtes, François avait passé la majeure partie de la matinée à rôtir lentement un beau chapon. Il avait préparé une farce maison, cuisiné un gratin dauphinois à la crème et à l'ail, exactement comme Martine l'aimait, et avait même sorti la belle vaisselle en porcelaine. Elle avait souri de manière distraite, dit merci, et avait fait défiler l'écran de son téléphone pendant la moitié du repas. Cette année, pas de grand repas. Pas de projet. Juste un SMS laconique, retrouve-moi au bistrot. Il faut qu'on parle. Il s'était attendu peut-être à une proposition de thérapie de couple. Peut-être à des excuses. Peut-être même à des adieux. Mais il ne s'était pas attendu à Didier Leroux. L'homme était déjà assis quand François est entré, les coudes écartés, le dos affalé dans le coin de la banquette, portant un pull noir moulant qui semblait de taille trop petit. Didier n'était que musclé, confiance arrogante, son assurance si bruyante qu'elle noyait presque la voix de Charles Aznavour qui s'échappait du vieux jukebox. Et Martine était assise à côté de lui. Pas en face de lui, pas dans une position neutre, mais tout contre lui. Sa main reposait sur la table, beaucoup trop près de celle de Didier. Elle a levé les yeux quand François s'est approché et a souri comme s'ils étaient tous de vieux amis. Il est resté immobile une seconde, ne sachant pas s'il devait faire demi-tour ou avancer. Nathalie, la serveuse, a croisé son regard depuis le comptoir et lui a adressé un doux sourire compatissant. Elle versait déjà le vin chaud. Elle ne lui a pas demandé s'il en voulait. Martine a désigné le siège vide en face d'eux. François. Merci d'être venu. Tu te souviens de Didier, n'est-ce pas? Il connaissait ce nom. Tout le monde à Saint-Géraud le connaissait. Didier avait été le capitaine et la star de l'équipe de rugby locale il y a 35 ans, et il se promenait toujours comme si sa gloire n'avait jamais pris fin. Aujourd'hui, il possédait une salle de sport à la sortie de la ville et distribuait des conseils en nutrition comme si c'était l'Évangile. François s'est glissé lentement sur le siège, la mâchoire serrée. Ses doigts se sont légèrement recroquevillés contre le bord de la table, le seul signe de tension sur un visage par ailleurs parfaitement composé. Didier s'est penché en avant, la voix mielleuse mais dépourvue de chaleur. Ne rendons pas les choses compliquées, mon vieux. On est plus des gamins. Tu mérites l'honnêteté. François n'a pas répondu. Ses yeux se sont posés sur Martine. Elle n'a pas détourné le regard. Didier a poursuivi, on se fréquente depuis un moment. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est fait. Et maintenant, les choses sont claires. Toujours aucun mot de François. Les couronnes de Noël du bistrot se reflétaient dans la vitre derrière la tête de Didier, le vert et l'or scintillant légèrement dans la chaleur des lumières. Tu as le droit d'être en colère, a ajouté Didier, mais voici l'accord. Tu peux partir avec ta dignité. Ou tu peux faire un scandale. Martine a tendu la main vers son verre de vin chaud. Sa main était ferme. Le ton de Didier s'est légèrement durci. Tu n'as pas envie que ça devienne moche. François l'a enfin regardé. Pas vers le bas. Pas ailleurs. Droit dans les yeux. Tu confonds mon calme avec une capitulation, a-t-il dit posément. Le silence qui a suivi a été plus lourd que n'importe quel coup. Même Didier a semblé hésiter, changeant de position sur la banquette. Nathalie est apparue juste à ce moment-là, déposant une part de tarte tatin devant François avec un léger signe de tête. Il ne l'avait pas commandé.
Elle savait qu'il ne la mangerait pas. Mais certains rituels valaient la peine d'être conservés, ne serait-ce que pour préserver sa dignité. François s'est levé. Il a sorti un billet de 20 € de la poche de son manteau, l'a lissé sur la table et a posé une serviette soigneusement pliée par-dessus. À l'intérieur se trouvait un petit mot de remerciement pour Nathalie. Il n'a pas jeté un regard en arrière vers Martine. Il n'a pas touché à la tarte. En sortant, l'air glacial de décembre l'a frappé comme une gifle. La neige saupoudrait les trottoirs, douce et fraîche. Son souffle formait de la buée devant lui. Pendant un long moment, il est resté immobile sous les lumières jaunes du bistrot. Son reflet dans la vitrine était faible, superposé à l'image de Martine et Didier toujours assis à l'intérieur, toujours au chaud, ignorant encore que quelque chose en lui venait de basculer. Ce n'était pas de la rage. La rage brûle fort et vite. C'était quelque chose de plus froid. De plus concentré. Le genre de calme que l'on observe dans les rivières en hiver, lent, lourd, délibéré. Il ne s'est pas retourné. Dehors, sous les lampadaires enneigés, François murmure pour lui-même, ce n'est pas fini. Mais ça ne se passera pas comme vous le pensez. Certains foyers meurent en silence. D'autres font semblant d'être en vie juste assez longtemps pour vous tromper. François a franchi la porte d'entrée, et la maison l'a accueilli non pas avec du chaos ou des cris, mais avec un silence qui semblait mis en scène. Comme si elle retenait son souffle. Les lumières étaient tamisées mais allumées, le radiateur ronronnait dans le coin comme il le faisait toujours en hiver, et l'odeur de carottes rôties et de quelque chose ressemblant à de la volaille flottait encore légèrement dans l'air. Cela aurait dû lui sembler familier. Au lieu de cela, il avait l'impression d'entrer sur un plateau de tournage décoré par quelqu'un d'autre. Il a refermé la porte derrière lui et est resté là, toujours avec son manteau, scrutant l'espace. Sur le plan de travail de la cuisine se trouvaient 2 verres à vin. L'un portait des traces de rouge à lèvres. Aucun des deux n'était le sien. Les assiettes du dîner étaient dans l'évier, rincées mais pas lavées, et à côté d'elle, une serviette en tissu pliée et repassée. Martine n'avait pas repassé de serviette depuis des années. Le feu vacillait faiblement dans le poêle, projetant de longues ombres sur le mur. François a traversé la maison lentement, sans allumer de nouvelles lumières. Il n'avait pas peur. Il ne voulait tout simplement pas perturber le mensonge que cet endroit essayait de raconter. À l'étage, le lit était fait au cordeau, comme dans une chambre d'hôtel, les coins bordés, les oreillers empilés symétriquement. C'était le genre de précision qui ne venait pas de la routine. Elle venait de l'anticipation. Il s'est penché et a inspiré. Le parfum de sa femme s'attardait encore faiblement sur la tête d'oreiller, mais autre chose s'y accrochait en dessous, plus âcre, plus chimique. Les hauts de colonne d'un homme, mais pas une de celles que François possédait. Ou qu'il posséderait un jour. Il s'est assis sur le bord du lit, immobile. Ses mains reposaient sur ses cuisses, le froid de l'extérieur s'infiltrant encore à travers ses manches. La pièce retenait son souffle avec lui. Dans le silence, son esprit ne s'est pas emballé. Il a juste trié. Observé. Étiqueté. Accepté. Il s'est relevé et a marché jusqu'à sa coiffeuse. Propre. Trop propre. Pas de pince à cheveux égarée. Pas de crème à moitié utilisée laissée ouverte. Chaque brosse était alignée. Il a ouvert le petit tiroir qu'elle utilisait rarement et n'y a trouvé qu'un reçu plié. Un hôtel. 2 nuits. Les initiales de Didier co-signées sur la ligne de réservation. Il l'a fixé sans ciller. Le papier n'a pas brûlé dans sa main. Il n'a pas exigé d'être détruit. Il a juste confirmé ce que le bistrot n'avait pas fini de dire. Il est redescendu. La cafetière était encore chaude, mais intacte. Il l'a éteinte sans dire un mot. Sur le mur près du coin repas, leur photo de mariage trônait toujours. Martine portait de 12 boucles à l'époque, et les cheveux de François étaient plus poivre que sel. Il a regardé la photo. Aucune larme n'est venue. Seulement une pression sourde derrière ses côtes, comme si son corps essayait de comprendre ce qu'il devait ressentir et avait choisi le silence par défaut. Dans le cellier, poussé derrière un pot de confiture oublié et une cuillère à glace cassée, il l'a trouvée, la vieille radio. Poussiéreuse. Négligée. Celle qu'il lui avait offerte pour leur premier Noël en tant que mari et femme, emballée dans trop de papier doré avec un ruban qu'elle avait gardé pendant des années. Il l'a prise, l'a retournée dans ses mains, puis l'a remise sur l'étagère. Tout ne méritait pas d'être récupéré. Dans le bureau,
Il a ouvert le tiroir sous le canapé et a sorti un petit sac de voyage. Rien d'extravagant. Juste ses affaires. 2 pantalons. Des chemises en flanelle. Le pull bleu dont elle disait autrefois qu'il faisait ressortir ses yeux. Des chaussettes. Une brosse à dents. Un rasoir. Méthodique. Pas de précipitation. Juste de la clarté. Avant de partir, il s'est arrêté dans la cuisine, a pris un bloc-notes dans le tiroir près du réfrigérateur, et a écrit d'une écriture ferme et régulière, « Tu as choisi le bruit. Je choisis le silence. » Il a placé le mot là où elle le trouverait, à côté de la gazinière, sous la petite salière en faïence de Quimper en forme de cochon qu'il avait ramené de Bretagne. Pour une raison quelconque, il n'a pas voulu la déplacer. Elle la faisait encore rire, autrefois. Dehors, l'air avait changé. La neige avait recommencé à tomber, une fine poudreuse dansant sous les lampadaires. Alors qu'il atteignait la dernière marche du perron, un léger grincement a retenti dans la cour d'à côté. Monsieur Claude Morel se tenait sur son propre porche, enveloppé dans une épaisse robe de chambre, tenant une tasse fumante à la main. Il n'a pas parlé. Il a juste hoché la tête une fois, lentement et gravement, comme s'il savait bien avant que François ne le découvre. François a hoché la tête en retour. Il n'y avait rien à dire. La vérité avait une façon de voyager silencieusement dans les villages comme Saint-Géraud. Il a quitté le perron et a contourné la maison, se dirigeant non pas vers l'allée principale, mais vers le portillon qui menait à la ruelle arrière. Ses bottes laissaient des empreintes nettes dans la neige immaculée, chaque pas étant délibéré. Le sac de voyage rebondissait légèrement sur son flanc, la fermeture éclair cliquetant de temps à autre comme un carillon lointain. En passant devant son atelier, il s'est arrêté. La lumière était encore allumée à l'intérieur. La boîte à outils de son père était posée exactement là où il l'avait laissée des années auparavant, sous le panneau perforé qui n'avait pas accueilli de nouveaux outils depuis plus d'une décennie. Il a failli ouvrir la porte, juste pour toucher le bois à nouveau, pour s'ancrer. Mais au lieu de cela, il a regardé une fois, doucement, puis a continué à marcher. Son téléphone a vibré juste au moment où il atteignait le portail. Il l'a sorti de la poche de son manteau. Un seul message illuminait l'écran. « Tu as fini de faire ton théâtre ?» Il l'a fixé pendant un long moment, le pouce en suspens. Mais il n'a rien répondu. Il n'en avait pas besoin. Il pensait que François était silencieux parce qu'il était faible. Il était silencieux parce qu'il écoutait. Le garage sentait le vieux caoutchouc, le sel de déneigement et l'essence, le même mélange qu'il avait toujours eu depuis que Saint-Géraud avait eu besoin d'un atelier mécanique. Des flocons de neige dérivaient devant les fenêtres givrées, créant de doux halos autour des outils accrochés au mur. Le bureau du fond était plus chaud, encombré mais confortable, et la cafetière gargouillait dans le coin comme si elle n'avait nulle part ailleurs où être. François s'est assis en face d'Étienne, qui portait la même chemise à carreaux qu'il possédait probablement depuis l'époque où il était gendarme. Étienne avait toujours été le genre d'homme à ne pas poser de questions à moins d'en connaître déjà les réponses. Ce jour-là, il s'est contenté de boire une gorgée de son mug ébréché portant l'inscription « Retraité, pas fatigué » et a attendu. « Je ne cherche pas les ennuis », a dit François, la voix posée. Juste la vérité. Étienne a hoché la tête lentement, posant son mug. « C'est pour ça que tu ne cries pas », François a esquissé un léger sourire. « M'as-tu déjà vu crier ?» Étienne a gloussé. « C'est pas faux. Mais les gens ne viennent généralement pas ici avec cette expression sur le visage à moins d'être sur le point de tout faire exploser. »« Je ne le ferai pas », a dit François. « Du moins, pas bruyamment. » Étienne s'est adossé à sa chaise, croisant les doigts sur son ventre. « Dis-moi jusqu'où ça va. » François n'a pas tout déballé. Juste les grandes lignes. Le bistrot. Le collier. Les verres à vin. Le reçu de l'hôtel. Didier Leroux. Le silence de Martine qui était devenu plus assourdissant que n'importe quelle dispute qu'il ait jamais eue. Étienne a écouté comme un homme qui classe des dossiers dans son esprit. Quand François a terminé, Étienne s'est levé, s'est dirigé vers le meuble à tiroir dans le coin, et en a sorti un dossier marqué « Registre public, beau ». Il l'a posé sur le bureau sans cérémonie. Didier a été négligent, a dit Étienne. Il a co-signé un bail pour un appartement en centre-ville le mois dernier. Ce n'est pas sa résidence principale. Des réservations d'hôtel, aussi. L'une d'elles est au nom de jeune fille de Martine. J'ai vérifié les dates.
Elles correspondent au week-end de collecte de fonds pour l'école où elle avait dit à tout le monde qu'elle se trouvait. François a regardé les pages, mais n'a pas tendu la main vers elle. « Tu as gardé tout ça ?»« Je garde beaucoup de choses, » a dit Étienne. Parfois, la justice ne porte pas d'uniforme. La clochette de la porte a soudainement tinté. Ils se sont tous deux retournés lorsque Sylvie est entrée, époussetant la neige de son manteau. Elle a eu l'air surprise de voir François, puis presque soulagée. « Je ne m'attendais pas à vous trouver tous les deux dans la même pièce, » a-t-elle dit doucement. François s'est levé. « Bonjour, Sylvie. » Elle a hoché la tête, le regard doux. « Je ne veux pas vous interrompre. J'avais juste besoin de déposer quelque chose. » Elle a plongé la main dans son sac à main et en a sorti une enveloppe, légèrement cornée sur les bords. Martine a écrit ça il y a quelque temps. Elle ne l'a jamais envoyé. Je l'ai trouvé quand elle m'a demandé de l'aider à vider le tiroir de son bureau au printemps dernier. François a hésité. Pourquoi me la donner maintenant? Sylvie l'a regardé droit dans les yeux. Parce que je pense que tu mérites d'avoir une vue d'ensemble. Et parce que je pense que tu sauras quoi en faire. Il a pris l'enveloppe, l'a tenue lâchement dans sa main. Il ne l'a pas ouverte. Merci. Elle a hoché la tête à nouveau et est repartie aussi silencieusement qu'elle était arrivée. Étienne a fait glisser un tiroir et a récupéré une petite clé USB. Il l'a tenue entre deux doigts comme si elle pesait plus lourd qu'elle ne le devrait. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Historique d'hôtel, transfert financier, l'enregistrement de l'entreprise de fitness de Didier. Devine qui a investi sous son nom de jeune fille. François n'a pas bronché. Il a simplement pris la clé USB et l'a mise dans sa poche comme s'il s'agissait d'une simple pièce de monnaie. « Tu vas tout faire sauter ?» a demandé Étienne, la voix basse. Les yeux de François étaient calmes. « Non. Je vais juste allumer une petite bougie et laisser la vérité faire le reste. » Il est resté encore quelques minutes, discutant doucement avec Étienne de choses et d'autres. La météo. Les pneus neige. La série de défaites de l'équipe de rugby locale. Puis il est parti, s'avançant dans les rafales de neige, l'enveloppe toujours fermée dans la poche de son manteau, la clé USB pressant contre son flanc. De retour à la maison, celle qui appartenait encore techniquement à lui et à Martine, il n'a pas allumé le plafonnier. Il a posé ses clés, accroché son manteau, et s'est tenu près de la fenêtre à regarder la neige s'accumuler sur la rambarde. Sur le perron, il a remarqué quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium et une serviette en tissu. Il a ouvert la porte et a trouvé une belle miche de pain de campagne encore tiède posée silencieusement, le mot en dessous écrit en lettres d'imprimerie soignées. « J'ai pensé que tu aurais besoin de quelque chose de vrai ce soir. Claude. » François n'a pas souri. Mais quelque chose dans ses épaules s'est relâché d'un centimètre. Il est rentré, a posé le pain sur le comptoir de la cuisine, puis a marché jusqu'à la table de chevet. Il a placé la clé USB à côté de la petite pile de livres qu'il n'avait pas touchée depuis des semaines. Il ne l'a pas branchée. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Au lieu de cela, il a marché jusqu'au cellier, a glissé sa main derrière les pots de confiture, et a sorti la vieille radio. Il a essuyé la poussière avec sa manche, l'a allumée. Elle a grésillé au début, un souvenir aux airs de friture. Puis, un jazz doux a empli la pièce, flottant bas et suave, les notes s'attardant comme des fantômes qui savaient qu'il était les bienvenus. François s'est assis dans le fauteuil, a fermé les yeux, et a juste écouté. Dans les petites villes, les secrets n'ont pas besoin d'être criés. Ils passent simplement entre des tasses de café et des sourcils haussés. La neige était tombée juste assez pour étouffer les sons de Saint-Géraud. Les pneus ne faisaient aucune plainte sur les rues bordées de gadous, et les conversations glissaient discrètement entre les balustrades des porches et les vitrines des magasins. François marchait, son manteau boutonné jusqu'en haut, ses mains gantées enfouies dans ses poches, pas pressé d'arriver où que ce soit. Il n'avait pas besoin de l'être. Le bureau de poste se trouvait à l'angle de la rue des Érables et de l'avenue de la Gare, un petit bâtiment en briques orné de guirlandes et de lumières blanches clignotantes. À l'intérieur, le chauffage cliquetait comme il le faisait depuis les années Pompidou. Quelques voisins se tenaient près du guichet, bavardant plus entre eux qu'avec l'employé des postes. François les a salués poliment d'un signe de tête en s'approchant du tableau d'affichage, faisant semblant de lire tout en écoutant. « J'ai entendu dire qu'elle l'appelle déjà son compagnon », a chuchoté une femme, la voix lourde de curiosité plus que de jugement. « Même pas encore divorcée. »« Oh, ma chérie », a répondu l'autre, « ils se promènent main dans la main depuis la Toussaint. Je les ai vus à la supérette.
François ne s'est pas retourné. Il a juste fixé le prospectus jaunissant annonçant le banquet hivernal des anciens du lycée, le 17 décembre, à la salle des fêtes. Il fut un temps où il aurait souri à cette idée. Maintenant, cela lui rappelait seulement ce que l'on ressentait quand on avait 14 ans. Surclassé. Laissé pour compte. En retournant dans la lumière enneigée, il a aperçu le 4x4 familier de Didier garé de l'autre côté de la rue, le moteur tournant. Didier était appuyé contre la portière, lunettes de soleil sur le nez, les bras croisés comme s'il posait pour une affiche. François ne s'est pas arrêté. Il a remonté son col contre le froid et s'est dirigé vers l'enseigne peinte à la main de la librairie des Moulins. À l'intérieur, la clochette au-dessus de la porte a tinté doucement. La chaleur l'a enveloppé immédiatement, un mélange de cannelle, de vieux papier et du faible bourdonnement d'un vieux radiateur peinant à suivre le rythme. Les étagères s'incurvaient autour de la boutique comme une bibliothèque qui avait oublié ses limites, et derrière le comptoir se tenait Juliette. Elle a levé les yeux, le regard pétillant. « François » a-t-elle dit, sans surprise. Toujours en train de dessiner des arbres sur des serviettes en papier. Il a esquissé un petit sourire. Je crois que les serviettes étaient les seules choses qui m'écoutaient. Juliette a ri doucement en attrapant la bouilloire derrière le comptoir. Tu prends toujours ton thé de la même façon ? Il y a peu de choses qui valent la peine d'être changées. Elle lui a versé une tasse, la lui a tendue à deux mains. Ses doigts étaient ridés, mais chauds. J'ai appris la nouvelle, a-t-elle dit avec douceur. Je sais, a-t-il répondu. Ils se sont assis au fond, au milieu de piles de livres qui n'avaient pas bougé depuis des semaines. Elle n'a pas insisté. Elle a juste bu une gorgée de son thé et l'a regardé de la manière dont seuls les libraires savent le faire, comme si elle cataloguait le poids invisible qu'il portait. Tu sais, a-t-elle fini par dire, Didier était une tempête dans un maillot de rugby. Toujours à la recherche d'un mur sur lequel s'écraser. François a fixé la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Et j'étais le mur. Elle a souri tristement. Mais tu ne t'es jamais fissuré. Tu as juste encaissé le choc et continué à avancer. Il a repensé à ça. Au casier et au ricanement dans les couloirs. Au fait qu'il n'avait jamais riposté, mais qu'il se souvenait de tout. Ça ne ressemblait pas à de la force à l'époque, a-t-il dit. Juliette a penché la tête. Tu n'étais pas faible à l'époque. Tu étais juste entouré d'un bruit trop fort pour entendre ta propre force. Dehors, le cliquetis des clés de Didier a brisé l'instant. Ils l'ont regardé par la fenêtre monter dans son 4x4 et s'éloigner, sans jamais jeter un coup d'œil vers la boutique. Juliette n'a rien dit. François non plus. Mais quelque chose s'est apaisé entre eux dans ce silence. François s'est levé au bout d'un moment, l'a remercié et a tendu la main vers la deuxième tasse de thé qu'elle avait discrètement versée et couverte. Pour Monsieur Morel, a-t-elle précisé. Il a hoché la tête. Il l'aime toujours bien chaud. Elle a souri. Il aime toujours que la plupart des choses soient silencieuses. Lorsque François est sorti, le froid a touché ses joues comme un soupir familier. Il a marché lentement sur le chemin enneigé qui menait au porche de Monsieur Morel. Les lattes de bois ont grincé sous ses bottes, et le vent a fait trembler doucement la couronne sur la porte. Mais la chaise à bascule était vide. La lumière du porche était éteinte. Il est resté là un instant, la tasse de thé à la main, regardant l'espace où le vieil homme s'asseyait habituellement avec sa couverture et ses hochements de tête silencieux. Puis, lentement, François a posé la tasse à côté de la porte et s'est retiré dans l'immobilité. Certains combats se gagnent avec les poings. D'autres avec des dossiers et le courage de les ouvrir en silence. La pièce était calme, presque solennelle de la manière dont seuls les cabinets de notaires peuvent l'être quand tout le monde connaît la vérité, mais que personne ne l'a encore prononcée. 2 chaises. Une table en bois. Une seule fenêtre donnant sur la grande rue, où le vent faisait cliqueter les dernières feuilles sèches contre le trottoir. La neige n'était pas encore tombée, mais c'était imminent, ce genre de calme qui précède le moment où le temps rompt son silence. François était assis bien droit, son manteau boutonné, les doigts reposant doucement sur le bord de la table. En face de lui, Martine portait un blazer bleu marine et un rouge à lèvres trop sombre pour la journée. Ses mains étaient croisées, son alliance brillait par son absence. Elle avait l'air soigné, professionnel, sous contrôle. Maître Dubois, le médiateur, s'est raclé la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des conditions définitives. J'attends de la courtoisie, de la civilité, et par-dessus tout, de la clarté.
Martine a offert un hochement de tête sec. Bien sûr. François n'a rien dit. Il a juste plongé la main dans sa sacoche et a posé une enveloppe Kraft sur la table. Elle n'a fait aucun bruit en atterrissant, mais son poids a rempli la pièce. Les yeux de Martine se sont baissés vers elle, puis sont remontés vers son visage. Qu'est-ce ce que c'est? Maître Dubois l'a ouverte avec précaution, sortant les documents un par un. Des captures d'écran imprimées, des virements bancaires, des reçus d'hôtel avec les dates et heures, des contrats de bail avec le nom de Didier Leroux griffonné avec assurance à côté du sien. Les sourcils de Maître Dubois se sont froncés. Certains de ces comptes étaient joints. D'autres cachés sous votre nom de jeune fille. Cela pourrait être qualifié de dissimulation du patrimoine, madame. La mâchoire de Martine s'est crispée, mais sa voix est restée mesurée. Tu m'as fait espionner? François n'a pas tressailli. Non. J'ai juste documenté ce qui avait déjà été abandonné. Elle a détourné le regard, vers la fenêtre, puis est revenue vers lui. Tu as toujours été théâtral quand tu souffrais. J'ai toujours été silencieux quand j'étais déçu, a-t-il dit. Tu n'as jamais pris la peine d'écouter assez longtemps pour faire la différence. Maître Dubois a tapoté son stylo contre la page du bail. Ce n'est pas un tribunal, mais ces documents compliquent les demandes de prestations compensatoires. Monsieur est tout à fait en droit de refuser toute aide financière. Martine a croisé les bras. Et alors? Tu veux me ruiner? Non, a répondu doucement François. Je t'offre la porte de sortie la plus propre que tu puisses espérer. Maître Dubois a regardé de l'un à l'autre. François, pouvez-vous énoncer vos conditions pour le procès-verbal? François n'a regardé aucun d'eux lorsqu'il a parlé. Pas de prestation compensatoire. Pas de partage des biens au-delà de ce qu'elle a déjà déplacé. Elle garde son nom. Je garde ma tranquillité. La voix de Martine a vacillé. Tu te crois noble. Mais tout ce que tu fais, c'est me punir sans élever la voix. Il s'est tourné vers elle, calme et inébranlable. Tu m'as demandé de te rejoindre pour dîner. Ce que tu as fait, c'est servir un enterrement en appelant ça clore un chapitre. Elle a paru plus petite maintenant, comme si ses talons ne lui donnaient plus la hauteur dont elle avait besoin. Pourquoi fais-tu ça? La réponse de François est venue sans hésitation. Parce que je me souviens de qui j'étais avant de devenir celui dont tu avais besoin que je sois. Maître Dubois a posé son stylo et s'est adossé. Vous êtes plus calme que la plupart des gens. Cela signifie généralement que vous avez déjà tourné la page. François s'est levé, a boutonné son manteau et a hoché la tête. En effet. Martine n'a pas ajouté un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le silence dans la pièce avait déjà choisi son camp. Quand François est sorti, l'air l'a frappé avec cette acuité qui précède la neige. Le froid s'est glissé dans son col, mais il ne l'a pas resserré. Son téléphone a vibré. Un message d'Étienne. Il a utilisé ton nom à la salle de sport, François. Il faut que tu vois ça. Il n'avait rien pris d'elle. Il avait simplement cessé de donner des parts de lui-même. Le chalet de location se trouvait à la lisière de Saint-Géraud, son porche faisant face à un petit bosquet où les arbres retenaient la neige comme des secrets. Un crépuscule doux avait commencé à s'installer, baignant tout dans ce silence bleuté juste avant que la nuit ne prenne le dessus. La fumée s'échappait doucement de la cheminée, et à l'intérieur, le feu de cheminée crépitait régulièrement, projetant une lueur sur les murs lambrissés d'une cuisine qui sentait légèrement le gingembre et le pain chaud. François se tenait près de la fenêtre, un mug à la main, regardant les flocons de neige dérivés de billets sous l'effet du vent. Il avait allumé le feu une heure plus tôt, juste après avoir relu la lettre de Sylvie. Une phrase s'attardait encore dans sa poitrine comme une pulsation. Je n'ai jamais osé parler. Mais je te voyais. Je t'ai toujours vu. On a frappé à la porte, un coup doux, poli, sans urgence. Il a ouvert pour trouver Juliette emmitouflée dans une épaisse écharpe, les joues rougies, tenant un sac en papier dans ses bras. J'ai apporté 2 choses, a-t-elle dit. L'une se mange. L'autre s'écoute. Il s'est écarté pour la laisser entrer d'un signe de tête. Elle se déplaçait avec aisance, comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle avait sa place dans les espaces silencieux. Elle a posé le sac sur la table et en a sorti un pain de campagne encore tiède, puis un petit paquet rectangulaire enveloppé dans du tissu. Quand elle l'a déballé, François a eu le souffle légèrement coupé. C'était la vieille radio. Nettoyée, polie. Le cadran en verre n'était plus trouble.
Elle l'a branché, a tourné le bouton doucement. Une pause. Puis le doux grésillement. Ensuite, du jazz, grave, chaleureux, comme une voix qui se pencherait tout près juste pour dire « Tu es toujours là ». Juliette n'a fait aucun commentaire. Elle a juste posé une enveloppe à côté du pain. De la part de Claude, a-t-elle dit. Il l'a laissée à l'infirmière. Il lui a dit de te la donner une fois que la neige arriverait. François l'a prise avec précaution, et s'est assis sur la vieille chaise en bois près du feu. L'enveloppe était écrite à la main, l'encre légèrement tachée. À l'intérieur se trouvait un petit mot rédigé de l'écriture soignée et reconnaissable de Claude Morel. François, ne laisse pas passer les bonnes choses deux fois. Le pain n'était qu'une excuse. Maintenant, va écouter autre chose que tes propres pensées. Claude. François a plié le mot, le pressant à plat entre ses doigts. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Juliette a versé du thé dans 2 mugs. Elle lui en a tendu un sans lui demander comment il le prenait. Ils se sont assis à la table, la radio ronronnant entre eux, le pain entre le refroidissement et la tiédeur. Aucun d'eux ne s'est servi. Juliette a jeté un œil à l'étagère au-dessus de la cheminée, où un mince recueil de poésie reposait entre un guide nature et un livre de recettes oubliées. Tu sais, a-t-elle dit, la poétesse avait raison. Certaines choses qui volent ne sont censées atterrir qu'une seule fois. Elle a ouvert le livre délicatement, a trouvé la page sans avoir besoin de feuilleter. Sa voix était douce, mais claire lorsqu'elle a lu. L'espoir est cette chose à plumes qui se perche dans l'âme et chante la mélodie sans les paroles et ne s'arrête jamais. François a fermé les yeux. Il n'a pas imaginé le passé. Il n'a pas visualisé la maison qu'il avait quittée ou la femme qui y vivait autrefois. Il n'a pas essayé de reconstruire ce qui s'était effondré silencieusement, incomplètement. Il a juste écouté. Le feu a crépité doucement. Dehors, la neige a commencé à tomber plus fort, s'accrochant maintenant aux rambardes et à l'allée de gravier. À l'intérieur, ça sentait les aiguilles de pain et ce genre de pain qu'une libraire prendrait la peine de pétrir à la main. La main de Juliette reposait près de la sienne sur la table. Sans le toucher. Juste assez près. Pour la première fois depuis longtemps, François a dit doucement « Je n'ai pas besoin de me justifier ». Juliette a souri. Pas un grand sourire, pas éclatant, juste un vrai sourire. Elle a fermé le livre, l'a posé à côté de la radio. Certaines histoires ne se terminent pas, a-t-elle dit. Elles se reposent, simplement. La radio fredonne doucement. Dehors, la neige commence à tenir. À l'intérieur, pour une fois, rien ne manque. Certaines fins ne s'accompagnent pas de portes claquées ou de voix qui s'élèvent. Parfois, elles arrivent avec une musique douce, une cuisine propre, et le poids délicat de quelqu'un qui choisit de rester. François n'a ni gagné ni perdu. Il s'est simplement éloigné du bruit et a récupéré ce qui lui appartenait tranquillement depuis le début. La dignité, la paix, et le droit de ne plus avoir à prouver sa valeur. Car la trahison ne vous définit pas, c'est la façon dont vous vous comportez après qui le fait. Comme une lumière de Porsche laissée allumée dans le crépuscule d'Yvet, l'immobilité peut devenir une forme de force, et la gentillesse, la réponse la plus claire.